concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce dimanche 23 août 2020. Et passons immédiatement au titre du magazine. Des policiers Imbonerakure auraient été tués lors d'un passage des combattants du mouvement Red Tabara en zone Gitaza de la commune de Muhuta en province Rumongue. Il est désormais interdit aux réfugiés burundais du camp de Nduta de sortir du camp à la recherche du bois de chauffage, encore moins se rendre récolter leur culture. Une mesure qui viserait à les contraindre de rentrer au Burundi, indiquent ces réfugiés. Dans la rubrique Ubahuka, nous allons parler de la demande de la Chambre haute du Parlement burundais d'un endommagement auprès du colonisateur. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Fabrice Ndimulkundo sur la mise en onde et Myreni Basumba pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Perturbation de la sécurité ce dimanche en zone Gitaza de la commune de Muhuta en province Rumongue par un groupe armé. Les informations que possède la RPIA font savoir qu'il s'agit des combattants du mouvement Red Tabara qui seraient venus de la République démocratique du Congo. Au sein de son mouvement, il nie pourtant d'être venus de la RDC tout en soulignant qu'ils sont depuis longtemps sur le sol burundais. Des policiers et Imbonerakure auraient été tués lors des affrontements. Le point avec Éloge Divin Remesh. Il était aux environs de 6 heures le matin de ce dimanche lorsque ce groupe armé a été aperçu par la population de la localité. Selon certaines sources de la RPA dans cette localité, ces rebelles du mouvement Red Tabara sont venus de la République démocratique du Congo. Des informations réfutées par des sources proches du mouvement Red Tabara qui indiquent qu'aucun combattant de ce mouvement ne se trouve sur le sol congolais. Tous les combattants sont au Burundi, souligne-t-elle. Au cours des affrontements, comme le rapportent les sources de la RPA dans cette région, 9 policiers et plus de 10 Imbonerakure y auraient perdu la vie. Ces mêmes informations révèlent que ces rebelles ont traversé la localité de Gahouni où ils ont pillé et ont pris en otage de jeunes hommes pour leur aider dans le transport des objets pillés. Selon la population locale, ce groupe a volé du bétail comme des vaches et chèvres, de la nourriture ainsi que d'autres objets comme les batteries de téléphone et des plaques solaires. Ces rebelles ont par après pris la direction de la réserve naturelle de Moongue. Des militaires et policiers les ont poursuivis et jusque dans l'après-midi de ce dimanche, des crépitements d'armes se faisaient toujours entendre. L'insécurité dans cette localité a fait que bon nombre d'habitants prennent fuite. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Pierre Mwirikiye, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, de même que Floribert Biyeleke, porte-parole de l'armée burundaise, mais ils n'ont pas décroché leur téléphone. Merci à Éloge Divin Remesh. Dans un communiqué qui vient de nous parvenir, signé le mouvement Red Tabara, l'une des positions de ce mouvement en commune Bugarama de la province Rumongue a été attaquée ce dimanche par la police burundaise et les Imbonerakure. Et comme bilan, 9 policiers et une vingtaine d'Imbonerakure tués, ainsi que des armes et munitions saisies, indique le communiqué du mouvement Red Tabara. 2 pêcheurs qui exercent leurs activités dans les eaux du lac Tchoho à côté de la commune Bugabira en province Kirundo ont été dépourvus de leurs poissons ce samedi matin par des Imbonerakure. Des mobiles politiques seraient derrière ces actes selon les témoins sur place. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Oscar Nyabenda et Ngayaberura sont les 2 pêcheurs qui ont été dépourvus de leurs poissons par des Imbonerakure. Les informations fournies par des pêcheurs vivant près du lac Chohoha qui n'ont pas apprécié le comportement de ces Imbonerakure indiquent que les 2 pêcheurs exerçaient leurs activités lorsque sont arrivés 3 Imbonerakure qui leur ont lancé des mots. Les 3 Imbonerakure disaient que les 2 pêcheurs n'ont pas le droit de pêcher car ils ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. Du coup, ces Imbonerakure se sont emparés de tout le poisson pêché. Un des pêcheurs qui était sur place témoigne. Les faits se sont déroulés hier matin. Des Imbonerakure sont venus. Ils ont stoppé les activités de 2 pêcheurs et ont volé leurs poissons d'une valeur estimée à 50 000 francs burundais. Dénonça l'attitude des 3 Imbonerakure. Ces pêcheurs font savoir que ces Imbonerakure affichent un tel comportement du fait qu'ils ne sont jamais punis.
Il donne l'exemple de ce samedi où certaines autorités ont été alertées sans toutefois réagir. Ces Imbonerakure avaient cessé de déstabiliser les gens, mais voilà qu'ils reprennent. Leur chef est renommé Niyo Yitungiye. Les pêcheurs ont alerté, mais sans succès. Les pêcheurs d'Irak Shohoha, de même que les habitants de la commune Bugabira, demandent aux autorités habilitées de prendre des sanctions à l'endroit de ces Imbonerakure qui perturbent la vie des citoyens. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le nommé Niyo Yitungiye, responsable de ces Imbonerakure, mais sans succès. La rédaction n'a pas également pu joindre Elik Twizerimana, l'administrateur de la commune Bugabira. Certains Burundais résidant au Kenya accusent l'ambassade du Burundi d'avoir refusé de les aider dans l'organisation des obsèques de Patrick Kwizerimana. Le cadavre de ce Burundais repose dans une morgue à Nairobi depuis une semaine après avoir été sauvagement tué. Emile Nivasumba. Patrick Kwizerimana a été tué par certains Kenyans à l'aide de pierres et de marteaux. C'était samedi, il y a une semaine. C'était dans la ville de Nairobi, au quartier Kileleshwa, à l'endroit communément appelé Kumjengo. C'est à cet endroit où il y a une entreprise chinoise de construction appelée Yangtai, dans laquelle travaillait Patrick. Les auteurs de cet assassinat suspectaient Patrick d'avoir participé dans le vol de 400 000 shillings kenyans qui venaient d'être perpétrés par des bandits armés dans cette entreprise. Le corps de Patrick repose dans la morgue de Nairobi depuis une semaine. Certains Burundais résidant à Nairobi accusent l'ambassade du Burundi d'avoir refusé de poursuivre les auteurs du crime et l'entreprise Yangtai et de les aider dans l'organisation des obsèques de Patrick. Ces Burundais affirment avoir contacté la première conseillère de l'ambassadeur. De son côté, la première conseillère de l'ambassade du Burundi à Nairobi, Espérance Mateso, nous a indiqué qu'elle ne sait rien à propos de la mort de ce Burundais et que personne ne lui en a informé. Pour le moment, ces Burundais résidant à Nairobi sont en train de chercher une assistance au sein de la communauté musulmane de Nairobi pour les obsèques de ce Burundais. Patrick Kwizerimana a quitté le Burundi en 2019 pour chercher du travail à Nairobi. Merci Emile Nivasumba. Détention depuis 10 mois et un jour de 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Modzenzi et Gide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains et des professionnels des médias nationaux et internationaux ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Une courte pause et puis on aborde la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Élection des chefs et conseillers collinaires et de quartier ce lundi 24 août dans tout le pays. Comme le stipule le décret présidentiel du 20 août dernier, le jour est déclaré jour férié, chômé et payé. Entre-temps, ces élections prévues ce lundi ont créé samedi un climat malsain en zone Ndava, commune Buganda de la province Chibitoke. Un des candidats collinaires sur la colline Ndava village a été arrêté par la police alors que c'est lui que les sondages donnent les chances d'être élu. Avant d'être intercepté, des bagarres ont éclaté entre la police et la population. La pénurie d'eau potable préoccupe les habitants de la colline Rusiga, en commune Rugombo de la province Chibitoke. Ces habitants indiquent qu'ils s'approvisionnent dans les rivières qui leur sont proches, des eaux des rivières qui leur causent de maladies. Les détails avec Vicky Chris Ninheritz. La 8e jusqu'à la 12e transversale de la colline Rusiga en commune Rugombo sont les plus touchés par ce manque d'eau potable. Les habitants de cette colline indiquent qu'ils se servent de l'eau des rivières, de l'eau qu'ils boivent et qu'ils utilisent pour les travaux ménagers.
Nous buvons l'eau de la rivière Nyamagana qui est très sale. On n'a pas d'eau potable dans les robinets. Nos sources en commune Rugombo font savoir qu'ils font des dépenses lorsqu'ils vont s'approvisionner en eau potable sur d'autres collines. Si on veut de l'eau propre, on paie une somme de 800 francs par bidon à un cycliste pour qu'il aille puiser dans les localités environnantes. Parfois, ces cyclistes refusent et on se contente directement l'eau de la rivière. Désespérés, les habitants de cette colline demandent aux autorités élues dans cette commune de leur fournir de l'eau potable car ça rentre dans leurs responsabilités. Qui nous approvisionne en eau potable comme d'autres. Ces autorités ont besoin de nous lors des élections, mais après les avoir élus, ils n'honorent pas leurs engagements. Ils nous avaient promis de nous donner de l'eau potable, mais en vain. Nous avons essayé de joindre Gilbert Manirakidza, administrateur de la commune Rugombo. Son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. C'était un reportage signé Vicky Chris Ninheretse. Les réfugiés burundais du camp de Nduta, situés en Tanzanie, s'indignent des mesures prises dans l'objectif de les expulser. Dans une réunion tenue ce vendredi, on leur a interdit de sortir du camp pour chercher du bois de chauffage ou encore récolter leur culture. N'est-ce pas, Rachel Kagisi? Dans les réunions organisées par les chefs de village mandatés par le responsable du camp d'Onduta, les réfugiés ont été signifiés qu'il leur est interdit d'aller chercher du bois de chauffage, récolter leurs champs de culture ou encore chercher du travail à l'extérieur du camp. Celui qui passera outre ces mesures sera emprisonné, ont précisé ces chefs de village. Personne n'avait pas le droit de poser une question dans ces réunions, indiquent nos sources. On nous a dit que l'effectif des agents chargés de la sécurité, appelé Banamugambo, a été augmenté pour surveiller et arrêter quiconque sortirait du camp. On ne va plus expulser celui qui sera arrêté. Il sera plutôt conduit à la prison et être jugé. Dans ce cas, on se demande comment on va cuire les aliments. On ne sait plus à quel sein se vouer. Certains réfugiés estiment que ces mesures visent à les expulser de la Tanzanie. C'est au moment où ces chefs de village leur ont dit de songer à ce qui s'est passé au camp de Mutabira les années antérieures. Visiblement, il s'agit de la continuité des menaces et persécutions. Ils nous ont dit que lors de sa visite, le Premier ministre avait oublié de nous rappeler de ce qui s'est passé à Mutabira, mais que le responsable du camp leur avait dit de nous rappeler cette époque. C'est pour cela qu'ils nous ont interdit de sortir du camp. Qu'on mange ou qu'on ne mange pas, cela n'est pas leur problème. Les réfugiés demandent aux différentes ONG, surtout au HCR, de leur donner du bois de chauffage. Nous demandons à la Tanzanie, le pays qui nous a donné l'asile, et les différentes ONG qu'ils donnent du bois de chauffage pour que nous puissions assurer la cuisson. Sinon, nous ne voyons pas comment nous allons continuer à survivre. Contacté à ce propos, le responsable du camp d'Onduta nous a signifié qu'il n'est pas le porte-parole du gouvernement. Et nous n'avons pas non plus pu joindre Hassan Abbas, le porte-parole du gouvernement. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nous revenons sur le contenu du communiqué publié par le Sénat burundais dans lequel les sénateurs demandent que le Burundi soit indemnisé par rapport aux dommages causés par les pouvoirs coloniaux. La rubrique Ubahuka vous est présentée par Nadège Ilakot. Ubahuka. Le Sénat du Burundi a récemment publié un communiqué sanctionnant la retraite sénatoriale tenue à la fin du mois de juillet en province Gitega. Le but de cette retraite était d'analyser les conséquences de la colonisation au Burundi et d'établir les actions à mener pour faire face à ces conséquences. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, l'historien et chercheur burundais, le docteur Joseph Gahama, fera une analyse concernant le contenu de ce communiqué. Au micro, c'est Nadège Ilakodze. Bonsoir et bienvenue.
Dans son communiqué publié à la fin de la retraite sénatoriale tenue en date du 30 et 31 juillet de cette année en province Gitega, le Sénat burundais a évoqué les conséquences de la colonisation au Burundi. Ma consoeur Inès Gakiza revient sur ces conséquences relevées par le Sénat. Les sénateurs ont conclu que les années de colonisation qu'a connu le Burundi ont eu des conséquences dans différents domaines politiques, sociaux, juridiques et économiques. Dans cette retraite tenue à la fin du mois de juillet et qui a vu la participation des députés de l'actuelle législature, des représentants du gouvernement, ceux de la Commission Vérité et Réconciliation et de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, ainsi que les sénateurs de la législature de 2015, les conséquences politiques citées sont entre autres l'ethnicisation de la société burundaise qui a occasionné de la haine intercommunautaire, des crises sociopolitiques, des crimes, l'exil et le sous-développement. Sur le plan social, ils ont reproché aux colonisateurs l'exclusion des Bahutus dans tous les secteurs du pays. Juridiquement, les conclusions de la dite retraite évoquent l'exclusion des Bahutus de l'appareil juridique, l'introduction des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au Burundi après privation des prérogatives constitutionnelles du Mwami de rendre justice en dernier ressort. Et côté économique, ils ont parlé de la paupérisation de la population burundaise en général et de souligner que les Hutus étaient les plus pauvres car exclus de tous les secteurs pour ne travailler que dans les champs des colonisateurs. Les participants à la retraite ne s'en sont pas limités à l'énumération des conséquences. Ils ont également fait des recommandations à l'endroit du gouvernement burundais et de tous les acteurs qui ont eu un rôle dans la colonisation du Burundi par la Belgique et l'Allemagne, avec objectif de réclamer des réparations morales, financières et matérielles. En se basant sur le communiqué du Sénat, le docteur en histoire Joseph Gahama souligne d'abord la différence entre la loi du 21 août 1925 et la réforme administrative. On parle de réforme administrative et on parle de la loi du 21 août 1925. La réforme administrative est tout à fait différente de la loi du 21 août 1925. Cette loi, je l'ai bien étudiée, c'est une loi qui précède la réforme administrative. Ça, c'est très important. Cette loi a uni administrativement le Congo belge et ce qu'on appelait le Rwanda-Burundi. Quand le roi Léopold II, le roi des Belges, a légué cet État qui était une propriété personnelle aux Belges, ça s'est appelé Congo belge depuis 1908. C'était une colonie. Et le Rwanda-Burundi était, avant la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle un protectorat allemand. Mais après la Première Guerre mondiale, le Rwanda-Burundi a été attribué à la Belgique comme mandat de la Société des Nations. Alors, en unissant le Congo belge, qui est une colonie juridiquement, un territoire sous mandat juridiquement, c'est une faute extrêmement grave. Le Rwanda-Burundi devient un gouvernement général du Rwanda-Burundi qui dépendait du gouvernement général du Congo belge et du Rwanda-Burundi installé à Léopoldville, actuellement Kinshasa. Et le gouvernement général du Congo belge et du Rwanda-Burundi obéissait au ministère des colonies en Belgique. Et le pays, à partir de cette loi, l'Urundi a été divisé en 7 territoires, ce qu'on appelait Usumbura, Kitega, Muhinga, on disait Muhinga, pas Muyinga, Rutana, Ruyigi et Bururi. Et ces territoires étaient subdivisés en chefferies et les chefferies elles-mêmes subdivisées en sous-chefferies. La réforme administrative que la Belgique a appelée la réorganisation administrative va se passer entre 1929 et 1933 officiellement, selon les écrits. Mais elle avait commencé un petit peu avant, mais elle va aussi déborder après 1933. Ce qui est important à mon avis pour cette réforme, c'est que premièrement, elle a réduit le nombre de chefferies et de sous-chefferies. Deuxièmement, elle a sélectionné
les autorités traditionnelles à maintenir en place puisqu'on faisait la sélection. Troisièmement, elle a contribué à enlever progressivement le pouvoir aux autorités traditionnelles pour les donner complètement à l'administration coloniale belge. Cette réforme administrative faite par les colonisateurs du Burundi à cette époque a eu plusieurs conséquences dans le pays, surtout dans le domaine politique. Dr Joseph Gahama explique. Cette réforme va avoir des conséquences énormes. La première conséquence, c'est qu'on va limiter le pouvoir royal et le pouvoir des chefs et des sous-chefs. Par exemple, le roi Mambutsa Wangirichenge, à l'époque, devait obéir au résident, le chef de l'administration coloniale belge. Il n'avait plus le pouvoir de nommer les chefs et les sous-chefs. Les sous-chefs obéissaient aux chefs, mais les chefs obéissaient aux administrateurs territoriaux des différents territoires. Deuxième conséquence, celle-là est la plus mise en exergue, c'est la sélection des autorités traditionnelles à garder en place. Dans la sélection, on a privilégié les Baganois, les Bézi en tête, si on les compare aux Batare. On a gardé quelques Batutsi et on a chassé tous les Bahutus. J'ai des chiffres. Par exemple, les Bahutus représentaient plus de 20% en 1929. En 1945, il n'y a plus aucun chef Hutu. C'est passé ainsi. La troisième conséquence, c'est que, par exemple, les gens qui avaient le pouvoir religieux, qu'on appelait les Banyamabanga, Mukakiranga, Mukakarigenda, tous ces gens-là ont été remerciés en disant qu'ils n'étaient pas ouverts à la civilisation, ils ont été destitués. Au profit des jeunes princes qu'on va éduquer à l'école d'Astrida. Il en va de même des femmes chefs comme Inakayenzi, Inandabunga, Inabigendera, des filles de Mwezi. On leur a enlevé le pouvoir en disant les femmes ne valent rien, c'est bon pour la cuisine. La quatrième conséquence, c'est que cette réorganisation administrative a signifié qu'il y a des gens qui ont été destitués, mais aussi des gens qui ont été promus. Il y a des chefs à qui on a donné des chefferies importantes. On cite le cas du chef Baranyanga, du chef Nyawakira, du chef Ndakisha. Durant la retraite, on a insisté sur le fait que la société burundaise a été déstructurée. C'est vrai. Elle a été déstructurée. Il y aura l'ethnisation qui a été marquée par l'introduction de la carte d'identité, réclamation ethnique, mais on oublie l'Ignagé. À partir de ce moment-là, on n'était plus burundais, mais on était Ganois, Hutu, Tutsi ou Twa. C'est ici qu'il faut quand même chercher la cause des crises et des violences qui se sont passées dans notre pays. Ils ont fait remarquer, et c'est vrai, que la Belgique s'est arrogée d'avoir le pouvoir juridique en remplaçant les Bashinganae par ce qu'ils ont appelé Bachamanz. Ils ont évoqué les punitions et traitements inhumains et dégradants. Et c'est vrai, les gens étaient battus, Ikimoko, ils étaient emprisonnés. Il y a eu des impositions coloniales telles que l'impôt. Tout le monde devait payer ce qu'on appelle la contribution personnelle minimum en Kirundi. Mais il y avait aussi l'impôt sur le bétail et l'impôt sur la polygamie. Les gens qui avaient plusieurs femmes devaient payer pour chacune de ces femmes moins une. umunyagihugu yahora abura haritoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Concernant l'origine des conflits ethniques que le Sénat burundais reproche aux colonisateurs du Burundi, le docteur Joseph Gahama explique plutôt que la responsabilité est partagée entre les colonisateurs et les Burundais eux-mêmes. Quand on considère les manipulations ethniques et les divisions de la société burundaise actuelle, les responsabilités sont partagées.
J'insiste beaucoup. Si les crises et les violences qui ont caractérisé notre pays ont les racines dans cette réforme administrative, je crois que les Burundais eux-mêmes, à commencer par les leaders politiques, sont responsables de ce qui nous sont arrivés. Si on vous dit que vous êtes différents et que vous croyez, on nous l'a dit et nous l'avons cru. Ce n'est pas eux qui ont inventé les Benengwe, les Bavumo et autres Bajiji ou Bashubi. Les gens s'identifiaient à partir de chez eux, à partir d'eux-mêmes, identité personnelle, familiale. Ce sont des Batusi ou ce sont des Bahutu. L'identification, la façon dont ils ont pris l'identité Hutu, Tutsi, toi, qui n'auraient rien de commun. C'est là où je vois la responsabilité coloniale. Mais les gens s'identifiaient comme tels et personne n'avait une honte d'appartenir à son ethnie, à son clan. La responsabilité des Burundais eux-mêmes. Nos dirigeants politiques, depuis notre indépendance, ont des responsabilités. Cela a d'ailleurs commencé avec la création des partis à connotation ethnique à la veille de l'indépendance. En réalité, l'ethnie, le clan, la région, ce sont des appartenances identitaires très faciles quand il s'agit de mobiliser les gens. Tandis qu'un projet politique ou un projet économique ou un projet social est plus difficile à expliquer quand il s'agit de récolter les voix. En conclusion, Dr Joseph Gahama estime que les recommandations faites par le Sénat burundais en vue de réparer le passé colonial du Burundi ne sont pas toutes réalisables. En ce qui concerne cette retraite, il y a des recommandations très louables, à mon avis. Il y a des recommandations difficilement applicables. Et il y a des recommandations très discutables. En ce qui concerne les recommandations très louables, bien sûr, une recommandation sur les états généraux sur la culture, très bien. Le rapatriement des archives coloniales, la préservation, la protection des sites historiques, les recherches approfondies sur l'histoire du pays. Mais j'ajoute l'histoire du pays dans sa globalité. Lorsqu'on parle de l'histoire, les Burundais comprennent l'histoire politique violente. Ils n'ont jamais pensé à l'histoire de l'environnement, à l'histoire de l'alimentation des gens, à l'histoire du changement des mentalités. Si j'en viens maintenant aux recommandations difficilement, il y a d'abord la question des réparations. 43 milliards de dollars américains. J'aurais aimé savoir comment ont abouti à cette somme et qui a été leur méthodologie. L'Afrique, franchement, était outillée pour exiger des réparations morales, matérielles et surtout financières aux anciens colonisateurs. Il faut réfléchir deux fois comment on va le faire. Il y a enfin des recommandations discutables. On exige que l'Église catholique demande pardon. Ici, il faut faire la part des choses. Il y a des responsabilités individuelles et la responsabilité en tant qu'Église catholique, en tant qu'une institution représentée par le pape au Vatican. Est-ce que notre pape va demander pardon? Ces recommandations, elles sont bonnes, certaines sont discutables et d'autres, franchement, difficilement applicables. C'est par ici que nous clôturons la rubrique Obahuka de ce dimanche. Merci au Dr Joseph Gahama pour son analyse. Merci également à Inès Gakiza pour la réalisation de cette émission. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. À la prochaine. Ubahuka. Merci Nadège Lakodze pour cette rubrique Ubahuka. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 23 août 2020. Merci pour votre aimable écoute et merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à Emile Nivasumba pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini-Nahazwe. Agréable soirée dominicale chez vous. Wow.
C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.